Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. On se retrouve pour l'introduction du nouvel invité qui est tout simplement Joris Bouchot, un nageur professionnel qui a pu représenter tout simplement l'équipe de France et la Guadeloupe pendant plusieurs années. Il a notamment participé aux JO méditerranéen où il a pu remporter certaines médailles. Il est plutôt nageur demi-fond, donc c'est-à-dire qu'il fait plutôt de grandes distances entre 800 mètres et 1500 mètres, donc des spécialités qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment au JO. On a un point en commun tous les deux, c'est qu'on a lancé en même temps notre podcast. Lui parle plutôt des coulisses du sport à haut niveau, de tout ce que ça implique, et il essaie de le retranscrire en invitant tout simplement des invités dans le domaine. Donc des sujets hyper intéressants, et je vous laisse tout simplement avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour l'équipe, donc bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Donc aujourd'hui, je suis avec Joris Bouchot. Joris Bouchot. Bouchot, désolé. J'ai rencontré Joris, entre guillemets, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. Donc, tout simplement, tu as lancé un podcast et il y a une connaissance qu'on a qui a repartagé. C'est comme ça un peu que j'ai découvert du coup ton profil. Et vu qu'en plus, on est post-JO, il est nageur, ex-nageur professionnel. Mais du coup, voilà, tu as fait quand même une belle carrière dans la Ouais, natation. ouais, c'est tout l'intérêt de ce podcast aussi, c'est de partager l'expérience que j'ai pu acquérir durant mes 15 années de sportif de haut niveau, nageur avec l'équipe de France, au final au championnat d'Europe, au championnat du monde. Même si j'ai pas eu l'occasion de faire les JO, j'en connais tellement que j'ai l'impression d'y avoir participé aussi. Médaille aux Jeux méditerranéens. Enfin, Et voilà. on a quand même pas mal. Enfin, j'ai quand même une belle carrière avec, je crois que j'ai compté ça doit être 44 médailles au championnat de France durant ma carrière. Et du coup, c'est une belle carrière quand même. Pour un petit Guadeloupéen qui a atterri à Toulouse en 2012. Et j'ai envie de partager tout ça. Et j'ai aussi envie d'écouter les histoires d'autres sportifs. Et c'est pour Mhm. ça que j'ai créé mon podcast qui s'appelle Sport Talk. Ok. Du coup, en vrai, tu t'es un peu légèrement présenté, mais si tu pourrais un peu plus te présenter, par exemple, ouais, du coup, quel âge tu as? Donc, tu viens de Guadeloupe. Ensuite, tu as un peu décalé, du coup, vers Toulouse. Ça, on va en parler parce Ouais, que, du coup, j'ai fait mes petites recherches par rapport à ça. ça marche. Et voilà, ouais, une petite présentation rapide. Mais moi, je m'appelle, comme on l'a dit, Joris Bouchot. J'ai 29 ans. Je suis originaire de l'île de la Guadeloupe et je suis nageur de haut niveau depuis quasi 15 ans. Euh, En parallèle de ma carrière de nageur, j'ai aussi lancé mon activité de photographe vidéaste. Euh, pas, pas sans difficulté parce que c'est compliqué d'allier une carrière de nageur et quelque chose à côté, que ce soit des études ou un métier. Ça l'est peut-être encore plus quand c'est un métier parce que le système n'est pas forcément Adapté. déjà bien fait pour ça. Euh, et qu'est-ce que je peux dire encore sur moi? Nageur au Dauphin du Toec, club qui est plus que centenaire et qui a envoyé pendant 10 Olympiades des nageurs aux Jeux Olympiques, avec 29 nageurs qualifiés aux Jeux Mhm. Olympiques, et qui récemment a révélé Léon Marchand, même si pour nous ça fait bien longtemps qu'on sait que Léon c'est un nageur extraordinaire. J'avais pas du tout fait le lien, alors que je sais très bien, du coup, qu'il est toulousain. Ouais, Et du coup, bon, voilà, c'est quoi? C'est un club? On appelle ça comment? ouais, c'est un Ouais, club, c'est un club, c'est un ok. club Parce de que vraiment, natation, ouais, j'ai aucune notion en natation, donc ça va être le but aussi. Je pense que pas de souci. la plupart des personnes qui regardent pour le moment le podcast, je sais que je les ai pas trop entendu parler de natation, Ouais, donc c'est le but. Et j'en entends un peu plus en parler, notamment avec un peu la hype qu'il y a autour des triathlons et des Ironman. ouais. Donc c'est quand même différent parce que toi c'est plus dans le sprint. Alors, c'est-à-dire que si on prend l'exemple des Ironman et des triathlons, ils font beaucoup plus déjà ils sont en eau libre, donc rarement en bassin, même si ça peut arriver. Ouais. Et nous, nos épreuves en bassin, elles vont du 50 nage libre, comme Florent Manodou, au 1500 nage libre dans le bassin. On n'a pas plus long. Donc Ouais. ça reste quand même du sprint jusqu'au demi-fond, mais ce qui s'appelle le fond véritablement, c'est plus en eau libre avec des 5, des 10 kilomètres, voire Ouais. même des 25 Ouais, kilomètres. alors ça c'est pour moi c'est un autre monde quand même déjà que 3,8 km c'est incroyable. Comment on va dire un peu t'as commencé du coup la natation parce que 15 ans en sportif de haut niveau. J'ai Euh, 29 ans, ouais ouais. voilà 29 ans et t'as dit un peu dans ton réel que t'as fait quand même pendant 26 ans la natation donc c'est-à-dire que t'as commencé très tôt. Ah, mais moi, j'ai commencé dès 3 ans. Ouais. C'est-à-dire que à 3 ans, ma mère voulait que j'apprenne à nager parce qu'on habite sur une île, la Guadeloupe. Elle voulait quand même pouvoir aller à la plage un peu sereinement. Et pour elle, c'était une base, en fait, de Hmm. savoir nager. Donc, on m'a mis à la natation, j'ai appris à nager. Je suis resté dans l'eau, j'ai continué, je fais des compétitions.
encore des meilleures compétitions, des meilleurs résultats. J'ai continué sans jamais m'arrêter jusqu'à la semaine dernière, en fait. Ah ouais, la semaine dernière, t'as arrêté là? Ouais, Ouais, c'est ok. officiel, j'ai arrêté la natation, en tout cas de haut niveau. Ouais, voilà. Je cache pas que je retourne quelquefois à la piscine parce que c'est quelque chose que j'adore, mais véritablement, oui, j'ai arrêté quelque chose qui, je pense, c'est la chose que j'ai fait le plus longtemps dans ma vie. Et c'est plutôt agréable de vivre autre chose, d'avoir Hmm. d'autres challenges. Aujourd'hui, on enregistre un podcast. Moi, j'en lance un. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi. J'adore ça. Ouais, ouais, vraiment, surtout, je t'avoue que ouais, le podcast, c'est un gros défi en termes de production. Mm. Après, toi, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, bah, on en parlera après, c'est que tu as pu du coup créer ton entreprise. Ouais, Par rapport du coup à, bah, tout simplement à l'audiovisuel. Donc c'est encore mieux pour la création d'un podcast ça en aide. termes de qualité vidéo et audio. Il m'a dit qu'il avait carrément des caméras 8K, donc je suis pas encore là. Là, on filme en 4K, c'est déjà pas mal avec des petites caméras. Donc ouais, cool. Et par rapport à la Guadeloupe, donc t'as excellé en nage, t'as fait Ouais. des compétitions là-bas. Ouais, ben, j'ai été champion de la Guadeloupe très tôt, très jeune. À quel âge? Je sais même plus, j'ai dû avoir 14 ans quand Ah j'étais oui, champion de ok. la Guadeloupe, 14-15 ans. Après, il faut savoir que la natation, c'est pas un sport qu'on fait très tard dans sa carrière. Donc, en fait, les gens contre qui je me battais, ils avaient pas non plus, ils étaient pas beaucoup plus vieux que moi. Généralement, à 17-18 ans, en plus de par l'insularité de la Guadeloupe, on est obligé de partir dans l'Hexagone pour faire des études, pour la plupart. Donc ça fait que le vivier était pas très important, mais effectivement, oui, j'ai plusieurs records de la Guadeloupe, j'ai plusieurs fois champion de la Guadeloupe, euh, et je me suis retrouvé un peu limité. Je me suis retrouvé un peu limité par l'aspect géographique. Aller faire des championnats de France, ça coûtait énormément d'argent. Ouais, Entre l'avion, hein. ouais, le billet d'aller-retour, il est compliqué. L'hébergement, la restauration là-bas, et surtout aussi l'adaptation au niveau sportif. Forcément, tu as un décalage horaire de 6-7 heures. Hmm. Faut partir du coup en amont Quelques jours, ouais. pour privilégier un peu l'adaptation, ce qui a fait des coûts en plus. Enfin, c'était un peu un schéma compliqué à tenir, et quand on veut viser le très haut niveau et exceller, je pense qu'il fallait que je me rapproche de l'Hexagone, il fallait que je me rapproche de l'Europe, et c'est ce que j'ai fait en venant à Toulouse. J'avais 17 ans, c'était en 2012, Hmm. et bah, franchement, je regrette rien, vraiment. Ouais, j'imagine. Et en plus, du coup, quand tu étais encore en Guadeloupe, t'avais pas spécialement une bourse pour justement faire les déplacements, etc. Donc, Alors, si. les déplacements, en fait, ils étaient pris en charge par le club en grande partie, Ok. parce que je faisais partie des meilleurs et Ouais, parce ouais. qu'ils pouvaient le faire Oui, oui. dans une certaine mesure, hein. J'avais une présidente de club, Nadine François, qui était très très forte pour aller chercher des sous. Vraiment, je me demande comment elle faisait. Et ça nous permettait de partir, mais on partait une fois. Je sais même pas si je suis déjà parti 2 fois dans la saison pour faire les championnats de France, et il y en a 2 par saison. Et quand tu loupes une, une compétition, Hmm. parfois ben, c'est des qualifications qui te permettent d'aller rentrer en équipe de France. Et l'équipe de France, c'est en fait notre finalité, enfin en tout cas le passage obligé pour arriver à faire des compétitions internationales. Sous l'égide du club, tu peux pas faire de championnat d'Europe, tu peux pas faire de championnat du monde. Il faut forcément que tu sois en équipe de France. Hmm. Donc ça amène que tu as l'obligation d'y aller, et dans les meilleures conditions. Il faut savoir que vraiment, sur, sur 100 personnes qui vont au championnat de France, ceux qui sont qualifiés, ça représente même pas, ça représente peut-être 2 ou 3 personnes. Donc c'est vraiment le top du top qui s'y qualifie. Ça demande un peu, ça met quand même une petite pression. Ouais, ça met une pression, mais bon. T'as réussi donc ouais, à 17 ans Mm. et t'arrives du coup dans le club à Toulouse. Au Dauphin Utrecht, totalement. Et du coup, là aussi, encore une fois, du coup, t'as pu continuer les études J'ai en continué les parallèle? études parce que du coup, je suis arrivé encore au lycée. C'est-à-dire que j'ai fait une partie de mon lycée en Guadeloupe, Hmm. à la cité d'excellence du Creps, parce qu'on avait le lycée à l'intérieur du Creps. C'était une nouveauté, ça marchait très bien. Mais du coup, j'ai quand même dû m'exiler dans l'Hexagone pour pouvoir continuer mon projet sportif. Et donc, du coup, je suis arrivé au Creps de Toulouse avec une organisation qui était très bien faite. Euh, la particularité, ça n'existe plus, mais la particularité qu'on avait à l'époque, c'est qu'au lieu de faire le lycée en 3 ans, on le faisait en 4 ans, Hmm. pour nous permettre en fait d'avoir des horaires, moins de volume horaire Ok. hebdomadaire, pour pouvoir s'entraîner. Ça n'existe plus parce que le programme a changé, je passe les détails, mais c'est qu'en fait, on avait vraiment quelque chose d'adapté pour nous. Et enfin, mine de rien, c'est pas anodin. Quand j'arrive à Toulouse, première année, je suis qualifié au championnat du monde junior, je finis quatrième, à pas grand-chose du podium, mais enfin, je progresse vraiment en termes de temps, c'est colossal. Et l'année d'après, je me qualifie déjà pour les championnats d'Europe senior, alors qu'on sait très bien qu'entre les juniors et les seniors,
En natation, il y a ce petit gap qui est très compliqué, beaucoup de gens arrêtent, c'est une passerelle très difficile. C'est par rapport à l'année, j'imagine? C'est-à-dire qu'en fait, le niveau junior et le niveau senior, généralement, par exemple, sur d'autres sports, on a les U23 où Ouais, tu voilà. peux un peu, jouer contre des Mmh. personnes qui sont de ta catégorie d'âge. On garde encore une catégorie d'âge qui est Oui, peut-être un voilà. peu plus grande, mais nous, en natation, on n'a pas ça. Donc quand tu as fini tes juniors, tu passes senior directement, donc tu te bats contre des mecs qui font ça depuis peut-être, 10 ans. Mmh. Et j'ai quand même réussi à me qualifier au championnat d'Europe. Déjà, ne serait-ce que d'arriver à ça. 2 ans avant, j'aurais jamais pensé que ça aurait Mmh. été si vite. Et 2014, c'est aussi l'année où je fais champion de France contre des mecs qui étaient allés aux Jeux, qui étaient aux portes de la finale. Enfin, c'était énorme. La progression, elle a été colossale, très tôt, très vite, s'il n'y avait pas de débat. Ouais, de tes 17 à 19 ans, du coup? Ouais, parce que j'ai changé de structure et parce que ce que je faisais était vraiment adapté. Et il faut savoir que nous, quand on était en Guadeloupe, en fait, on nageait à 5h30 le matin. C'est-à-dire 5h30 le matin, on est dans l'eau, des fois l'eau est très froide, et il faut nager et il faut être performant. Et ça, on le faisait du coup du lundi au samedi. Ouais. Et le soir, pareil, on avait 12 entraînements dans la semaine de natation. Quand on sait ce que c'est un entraînement de natation, ce que ça demande en termes d'énergie, Ouais. c'est parfois compliqué, mais ça, c'était juste entrecoupé de la vie de tout collégien. C'est-à-dire, après, tu vas à l'école. Tu nages à Ouais. 5h30, tu vas à l'école toute la journée, tu retournes après t'entraîner. Donc, quand je suis arrivé dans un système adapté, forcément que, en fait, j'étais dans un confort absolu. Et ce qui a donné aussi de très bons résultats dès que je suis arrivé à Toulouse. Ouais, et d'ailleurs, par exemple, là, tu m'as dit en Guadeloupe, à peu près 12 entraînements par semaine. Mm. Est-ce que c'était le même volume en France ou du coup, c'était une façon différente? Parce qu'après, j'imagine, t'as quand même, je sais pas si en Guadeloupe, t'avais quand même le renforcement musculaire qui venait, bah, pour la prépa tout simplement, qui rentre en compte, ou c'est en France que t'avais peut-être un fossé par rapport aux deux? Alors, c'est-à-dire que on s'entraînait 12 fois par semaine, euh, mais on n'avait pas des plages horaires qui nous permettaient de faire des entraînements de 2 heures. Ok. Donc en fait, on compensait un peu le manque de tranche horaire par un entraînement supplémentaire, 2 entraînements supplémentaires. Quand je suis arrivé à Toulouse, on s'entraînait 10 fois. Ok. Et on peut avoir l'impression que c'est une régression. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, on s'entraînait plus dur, avec de meilleures conditions. Et en fait, on faisait quelque chose de aussi plus adapté. Donc, en fait, on s'entraînait moins, mais on s'entraînait mieux. Globalement, c'est ça. Et aussi avec plus de volume horaire. Et aussi, la partie musculation était plus adaptée à ce qu'on faisait. Après, j'étais plus jeune, je pouvais pas non plus faire ce que je faisais après, mais on avait une partie préparation physique qui était un peu plus adaptée, oui, à la natation. Ok, ok. Et du coup, au niveau un peu de ce parcours dans ton club à Toulouse, par exemple, je sais pas, genre, tu m'as dit du coup que tu as eu 44 médailles, mais il y a eu une partie qui était du coup en Guadeloupe. Non, Ah, l'entièreté de mes médailles au niveau national, je parle des championnats de France senior, hein, je ah parle oui, pas oui. je parle pas chez les jeunes. L'entièreté de mes médailles nationales, je les ai fait en étant en dauphin du TOEIC, Ok, voilà, grande partie, parce que petit aparté, j'ai passé 2 ans à Montpellier pour m'entraîner avec Philippe Lucas, donc là aussi j'ai gagné des médailles au championnat de France et aux Jeux méditerranéens, mais la grande partie, oui, c'est à Toulouse. ok, Avant, c'était plus des championnats de France par catégorie d'âge que parce que j'étais encore trop jeune. ok. Philippe Lucas, ça me dit vachement quelque chose ce nom, genre, je sais pas si c'est Philippe Lucas l'entraîneur de Laure de. Manodou. Ok, ouais, voilà. Et en fait, il avait sa marionnette, c'est ça? Chez les Guignols, Ok. sur Canal. Euh, mais franchement, si tu vois sa tête, Oh, tu vas ouais, savoir qui ouais, c'est. je pense, ouais. Ouais, mais très, très charismatique, c'est l'entraîneur de natation, enfin, c'est l'entraîneur de natation le plus connu largement, et il avait sa marionnette, c'était un vrai personnage, et surtout, il a surtout euh, ce, ce petit, comment je dirais, euh, cette image d'un entraîneur très dur, et c'est vrai, il est très dur, mais en fait, il est aussi super, super attachant et à l'écoute de ses nageurs. À l'écoute, ça veut pas dire qu'il va t'enlever des kilomètres ou Ouais, qu'il va te faire ouais, nager moins, non, il va mais juste faire en sorte que tu ailles jusqu'à la limite, mais sans te blesser. totalement. Et vraiment, c'est quelqu'un qui sait y faire avec les nageuses particulièrement. Mm. Et surtout, c'est pas la personne fermée que ça peut paraître. Mais vraiment, Philippe Lucas, vraiment une gentille personne, mais un entraîneur dévoué et qui aime travailler. Avec Philippe Lucas, on travaille. Ouais, mais je sais pas si t'as vu le podcast de Légende avec Florent Si, si, Manodou, ouais. si, Flo. Et justement, il en a parlé.
Oui, il a parlé Il a de. parlé de lui et que genre en mode il avait fait une prépa avec lui, donc juste avant il était en mode bon je me détends et tout parce que je sais très bien qu'avec lui ça va être Mais en hyper fait, intense il- mais hyper informateur et après t'arrêtes un petit peu et tout, genre pendant le laps de temps tu souffres avec lui ouais. mais C'est qu'en pas le fait, même niveau. Florent, je crois que Florent s'est pas entraîné avec Philippe, mais c'est sa sœur Laure Manodou, qui est Oui ça oui. championne olympique en 2004. Ouais. Euh, et elle est championne olympique à 17 ans. Même pour une fille, c'est jeune. Ouais. Et c'est surtout une médaille que la France cherchait depuis Hmm. très longtemps. Donc l'histoire est très belle. Et, et oui, avec Philippe, tu sais dans quoi tu t'engages. Tu sais que ça va être dur. Tu peux pas y aller en te disant ça va être les vacances ou on va s'amuser tranquillement. Tu vas rigoler, mais tu vas souffrir. Ouais, ouais. J'imagine pas du coup parce que j'ai jamais fait de sport on va dire de haut niveau, Mm. mais je sais que le dévouement on va dire que ça dégage et puis justement je pense que c'est bon, on peut faire un peu le parallèle par rapport à ça au niveau de ton podcast. C'est justement montrer comme tu l'as dit en off, je sais pas si ça apparaîtra dans le podcast, mais c'est tout le process de d'être sportif de haut niveau, le pendant que les gens ils voient pas du tout parce qu'ils voient comme on dit ils voient le trophée mais ils voient pas le terrain, Mm. le champ de bataille et tout là où tu t'entraînes et du coup ouais, concrètement si tu peux rappeler au cas où si je le mets pas dans le montage le but vraiment du podcast Sport Talk, Ok. tout le process peut-être justement de genre de montrer un peu la vie d'un sportif de haut niveau même si du coup tu l'es plus officiellement. Si officiellement je le suis, administrativement je le suis Ouais, encore. Allez, administrativement, ouais, je le suis voilà. encore. Administrativement, mais que, bah, de toute façon, le but, ça va être pour toi de raconter aussi dans le podcast, chaque épisode, un peu des anecdotes que tu as vécues en fonction des Mm. sujets, quoi, tout simplement. Mais en fait, Sport Talk, moi, c'est un podcast que j'ai envie de créer depuis très longtemps. Vraiment, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de créer un média parce qu'on parle de sport fait par des sportifs et on discute entre sportifs, mais pas que, avec aussi des experts et des personnes qui gravitent autour du sport. Euh, L'objectif de Sport Talk, c'est véritablement de mettre en lumière tous les aspects du sport de haut niveau, mais également du sport santé. À quel point ça peut aider les gens, le sport. Donc il y a ce public-là cible qui sont les jeunes athlètes, particulièrement, même si je sais que les plus vieux m'écouteront aussi. Et le grand public, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un sportif de haut niveau, qu'est-ce que ça demande, à ne pas confondre forcément avec les sportifs professionnels, parce que c'est Mm. deux termes qui ne sont pas équivalents. Et, et surtout aussi apporter ces connaissances-là aux plus jeunes et aussi au grand public pour voir que derrière les médailles, il y a aussi beaucoup de sacrifices, il y a un quotidien qui est parfois très délicat, très dur, et que ce soit au niveau physique que mental. Ouais, ouais, bon, après, je sais que c'est totalement différent parce que c'est quand même de l'effort physique, mais pour moi, sportif de haut niveau, etc., c'est entre guillemets à la hauteur en termes de sacrifice que, par exemple, je sais pas, genre un entrepreneur, tu vois. Ah, mais, les deux sont peut-être différents, mais en Oui, tout voilà, cas, il y c'est a. différent, mais il y a le côté en mode, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que toutes les conséquences que ça peut, entre guillemets, amener, le plaisir, le but, mais tout le process et que ça va pas être facile, quoi, tout simplement. Totalement. Et puis, il y a là où ce que ça se rejoint, c'est le fait de pas compter ses heures et d'être totalement impliqué dans le projet parce que ça reste ton projet. Je pense que tout sportif est entrepreneur de sa propre carrière euh, parce que tu sais que, évidemment, tu es un entraîneur, tu as un club, mais en tout cas, ton résultat, c'est le tien. Si Ouais, t'es solo, là, toi. C'est toi et toi. C'est surtout quand on fait un sport comme le mien qui est un sport individuel. Peut-être que dans les sports collectifs, c'est un peu différent, encore que il y a quand même cet ADN commun de vouloir toujours Être le être meilleur pour être ensemble les meilleurs. totalement. Et je pense que euh, pour un entrepreneur, c'est pareil. Quand tu places de l'argent, quand tu fais des dépenses, un investissement, il faut forcément qu'il y ait un retour. En tout cas, tu l'espères le meilleur Hmm. possible. Et tu te donnes à 100% et même plus qu'à 100%, 200%. Même. Ouais, ouais, clairement. Et en plus, surtout toi, sportif, donc dans la natation, et en même temps, tu t'es dit, je vais lancer une entreprise d'audiovisuel. Donc déjà que, voilà, bon, au moins, ça te permettait, entre guillemets, d'être libre, façon de parler au niveau de tes heures, même si du coup, les journées hyper chargées, je l'imagine bien. Mais du coup, pourquoi, on va dire, avoir créé ton entreprise? Je sais même plus le nom, là où je l'ai marqué. Théa Vision. Théa Ouais. Vision, pourquoi avoir voulu créer ça? Alors déjà, il faut savoir que la natation, ça prend beaucoup de temps et du coup, en fait, ça représente beaucoup de notre vie. Et donc, quand ça se passe mal dans la natation, ça se passe mal dans ta vie en général. Donc,
c'est compliqué de tout mettre sur le dos de la natation parce que ça met aussi une pression supplémentaire. Donc moi, j'ai voulu un peu avoir un équilibre de vie. J'en parlais tout à l'heure quand j'étais avec Philippe Lucas, j'ai dû arrêter mes études parce que ça demandait trop d'énergie et trop de temps, mes études d'informatique. Donc, ce qui se passe, c'est que soit je reprends mes études à ce moment-là, quand je reviens à Toulouse, soit je reprends mes études et j'ai ce quotidien d'étudiant qui n'est pas du tout adapté à la pratique de sportif de haut niveau. Et en France, on a un très gros retard là-dessus. Je vous conseille le podcast que j'ai fait avec Lucien Verne, Alix et Chloé sur pourquoi ils partent aux États-Unis et comment c'est la vie aux La États-Unis. bourse qu'ils obtiennent en allant aux États-Unis et tout, on Totalement. pourra en parler si tu veux, que c'est hyper intéressant. C'est super intéressant. Et en plus, là, je viens d'avoir le retour de Lucien que j'ai posté récemment sur les Oui, réseaux. Voilà, Lucien, il est aux anges. Et je suis un peu jaloux de ne pas avoir vécu ça parce que je sais que le système universitaire en France, il n'est pas prévu pour les sportifs. Donc moi, je me suis dit, tant qu'à faire, vas-y, t'as toujours fait des vidéos, t'as toujours aimé prendre des photos. Lance-toi à ton compte, voilà, c'était pendant le Covid, donc ça m'a donné du temps. Et je me ok. suis dit, bah vas-y, tu te lances et tu vois ce que ça donne. Alors forcément, je sais même pas si je peux pas dire que j'étais à mi-temps sur ma société ou même un quart de temps, peut-être même un huitième de temps, parce que je travaillais une fois tous les 2, 3 mois quand il y avait un projet qui venait et que ça demandait pas trop de temps. Je pouvais pas tout accepter, je pouvais pas tout faire. Donc clairement, c'était, je peux même pas dire que c'était partiel parce que c'était comparativement à la natation, c'était rien du tout. Mais mener les deux choses de front, ça a parfois été un défi et surtout, ben, ça me challengeait autrement. Ouais, puis surtout en plus, les premiers contenus que j'ai vus, c'est clairement par rapport à la natation, donc en plus, ça te permettait clairement de mettre en lumière, ce sport quoi, qui, comme, pas mal de sports, manque encore de visibilité, parce que c'est pas le premier sport, on va dire, qui t'éclate et qui est, je pense que surtout les sports qui sont, on va dire un peu connus, c'est pas les sports sociables, mais, tu discutes pas quand tu es dans l'eau, tu vois? Ouais, exactement. Exactement, c'est ce que C'est disait Flo dans son podcast, mais il y a cette particularité. Alors, c'est un très mauvais move de ma part, businessment parlant, d'avoir été vers la natation, mais c'est ce qui m'a semblé le plus logique parce que la natation n'a pas d'argent, donc je risque pas d'avoir un retour sur investissement colossal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'avais envie de raconter les histoires des gens qui étaient autour de moi et je me suis pas privé. Voilà, j'ai voulu aider ceux qui sont autour de moi à communiquer en faisant des photos pour eux, en faisant des vidéos, en les mettant en avant. Et clairement, ça m'a permis aussi de faire mes premières armes. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, des connaissances aussi un peu plus grandes, je pense que je réaliserai de meilleures choses. Et c'est tout l'objectif de ces premiers mois de retraite sportive. OK, c'est de développer à fond, du coup, cette entreprise. Totalement. De vraiment passer au niveau supérieur. Je pense que j'ai fait un peu de belles choses, mais qui sont pas encore suffisantes à mon goût, OK, parce que en tant que sportif, on veut toujours l'excellence, ouais. on veut toujours aller au-delà, et je continue là-dessus. Et là, l'objectif, c'est vraiment de progresser encore et encore, et de prendre plus de temps pour chaque production, d'aller jusqu'au bout des choses, d'être plus exigeant, mais aussi pourquoi pas explorer d'autres choses, d'aller vraiment plus en profondeur sur chaque production et offrir encore une meilleure qualité. Ouais, parce que, du coup, pour reparler un peu de ton premier épisode, de podcast, Mm. donc du coup, c'était concernant tout simplement l'accompagnement en termes de bourse que les nageurs, on va dire les sportifs de haut niveau peuvent avoir, surtout aux USA. Ouais. Donc, vous étiez en tout 4. On était quatre, donc du coup moi j'ai un peu animé la chose et j'ai reçu du coup Alix Sanras qui pour le coup travaille pour une agence. Donc elle est vraiment au fait de ce qui se passe, comment ça se passe et quels Les sont les chiffres, tarifs. ouais, voilà, c'est ce qu'elle a dit, C'est ouais. très intéressant de la voir. Chloé Brown qui est une nageuse qui s'entraîne au Dauphin aussi quand elle est en France, qui est partie aux États-Unis il y a maintenant de ça 3 ans. Elle fait sa Mmh. troisième année. Et Lucien Verne, champion d'Europe U23, qui euh, a décidé de partir aux États-Unis cette année. Donc là, en septembre, il a fait sa rentrée. Et on a discuté beaucoup, pas que des bourses, hein, mais aussi de pourquoi aller aux États-Unis, alors qu'en France, on a l'impression qu'on a des grands champions, donc tout va bien. Pourquoi les sportifs vont aux États-Unis? Ce que les gens voient pas, c'est que parfois, euh,
On a des sportifs qui sont en équipe de France qui rapportent des médailles, mais qui s'entraînent aux États-Unis. C'est le cas de Léon Marchand, tout simplement. Et ça, on le dit pas Moi, du forcément. coup, tu me l'apprends, tu vois. Ouais, Bon, après, déjà, je savais pas qu'il était forcément dans le club où tu étais. ouais. Mais oui, du coup, par exemple, bah oui, parler de Lucien, parler un peu de Léo Marchand, genre, est-ce qu'il s'entraîne, je dis une connerie, au club de Michael Phelps à l'époque ou pas Alors, du tout, même pas c'est une université là, c'est carrément. une université, exactement. Et c'est ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'en fait, on a du coup vu que les systèmes étaient aussi différents sur plein Hmm. d'aspects. Et ça nous permet aussi de savoir pourquoi c'est différent, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça apporte aux sportifs, qu'est-ce que ça apporte à l'université. Évidemment, l'université, elle donne 50-60 000 euros de bourse à Lucien Verne pour qu'il vienne s'entraîner et faire ses études. Et il est français. Donc, c'est même pas une question patriotique. Pourquoi ils le font? Parce Ouais. qu'en fait, ça rapporte à l'université, parce qu'en fait, il va défendre les couleurs de l'université. Et donc, l'université va potentiellement, grâce à Lucien, je l'espère, devenir Gagner en championne popularité. des Ouais, voilà. États-Unis, en fait. Et gagner en popularité Totalement. Et dans le attirer encore monde, plus de monde, attirer encore plus de... des subventions, tout ça. Et en fait, Totalement. c'est un cercle vertueux. Et puis, c'est pas la même, comme tu le dis. Rien qu'on part un peu, voilà. Bah, dis-moi clairement, je pense que tu vas un peu le savoir. Grosso modo, le planning de Lucien ou de Chloé, c'est ça? Chloé, oui. Ouais, voilà. De leur semaine classique, j'imagine que c'est le matin, potentiellement, l'école. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, à partir de 13h, c'est l'extinction des feux, tu peux faire tes activités. Je crois que c'est un peu différent parce que Ouais, du parce coup, nous, que. on a la particularité de faire 2 entraînements dans la journée. Ouais. Donc, en fait, je crois qu'ils s'entraînent le matin, ils ont cours après, mais l'après-midi, ils sont très tôt libérés pour aller faire leur entraînement. Et ils dorment assez tôt parce qu'ils se lèvent un peu plus tôt. Mais ils n'ont pas beaucoup d'heures de cours par jour. Et surtout, en fait, ils peuvent les choisir, les cours. Et c'est à eux de les Mm. placer comme ils l'entendent, etc. En fait, il y a une liberté quand même assez folle. Mais surtout, pourquoi aller aux États-Unis? Tu me posais la question. En fait, Lucien, surtout Léon, il s'entraînait avec l'entraîneur de Michael Phelps, donc Bob Mm. Bowman, euh, qui, je pense, est le meilleur entraîneur du monde hein, pour avoir fait ce qu'il a fait. Et on parle de Bob Bowman avec Michael Phelps et Léon, mais en fait, il y en a plein d'autres hein, Qui sont passés avec lui, ouais. qui sont passés avec lui et qui sont toujours et qui sont champions olympiques aussi. On le dit pas, mais le champion olympique du 200 mètres d'eau, Hubert Kos, il s'entraîne avec Bob Bowman aussi. Enfin, voilà, Bob, c'est peut-être le meilleur entraîneur de natation qu'on ait connu, que la natation ait connu. Il est américain, il entraîne un Français, il entraîne Hubert qui est hongrois, il entraîne d'autres nationalités. Donc ce système-là aussi de l'Amérique, il attire pas que les Français, il attire aussi tout le monde parce que c'est vraiment l'un des meilleurs systèmes au monde Ouais, pour faire du haut niveau. ouais, c'est le pays qui représente le plus, on va dire, le sport spectacle au sens large. Totalement. Et du coup, qui met les moyens financiers et sociaux, quoi que ce soit, pour justement bah, développer des futurs champions. Mm. Et en plus, ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas. Tu parles un peu de patriotisme, ils n'ont pas le truc en mode il faut forcément que ça soit des Américains. Attention, Parce ils que. l'ont. Oui, Ils l'ont, oui, ça, oui. mais en fait, il y a deux niveaux différents. Et c'est là où c'est différent de nous en France, c'est que eux, il y a l'aspect universitaire, qui est totalement décorrélé Hmm, de la fédération de natation américaine. Et donc, en fait, eux, les universités, elles font ce qu'elles veulent. hmm. Et elles n'ont pas de compte à rendre à la fédération. Et la fédération est bien mécontente quand leur meilleur entraîneur entraîne des Français, parce que du coup, bah, ça donne des résultats qu'on a vus cet été, des Français qui battent des Américains alors qu'ils s'entraînent aux États-Unis. Et en plus, ils payent pas. Ils payent même pas pour s'entraîner là-bas. Ouais, Donc, j'avoue. ils ont tout gagné. Mais Ouais. ça montre aussi quelques défaillances au niveau français. On a des grands champions, on a des grands résultats, mais la grande majorité, on peut pas se targuer d'être une nation de sport quand, en fait, il y a trop peu de moyens pour que le sport puisse vivre. Après, c'est beaucoup de choses. Hein. Effectivement, si la natation était plus spectaculaire, s'il y avait plus de rendez-vous chaque week-end, comme c'est Hmm. le cas au football ou au rugby, sûrement qu'il y aurait plus de matière à avoir des sponsors, il y aurait plus d'argent dans le sport. Donc peut-être que c'est aussi un format qu'il faut revoir. Mais si d'autres pays y arrivent, comme l'Australie, qui sont très bons en natation, je pense qu'on peut aussi y arriver en France. Ouais, ouais, clairement, parce que c'est vrai que c'est pas les premières compètes que tu vois forcément à la télé le week-end. Non, Après, j'imagine peut-être parce que vu que c'est pas un truc d'endurance, mais c'est quand même quelque chose qui te demande quand même pas mal d'heures d'entraînement. Et tu peux pas te dire, genre, en fait, je vais m'entraîner, je sais pas, genre, 10 fois dans la semaine pour que la 11e potentielle séance, en fait, ça soit une compète, tu vois, tous les week-ends. Et je pense que
Bon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, même si je me connais pas, tu vois, parce que je sais pas combien il y a de compètes. J'imagine que T'as une voilà. très bonne analyse. En fait, c'est un sport où on s'entraîne beaucoup et on passe beaucoup de temps à s'entraîner. C'est-à-dire que la compétition, ça représente 1% de notre temps. Ouais, c'est ça, ouais. Et même, je pense que c'est parce qu'on va pas sur, Surtout on va pas sur, et en toutes les fait, compètes. on choisit des compétitions. Si on fait une compétition dans le mois, c'est beaucoup, alors que des footballeurs, parfois, ils jouent 2 fois dans la semaine. Et donc, du coup, 2 fois dans la semaine, avec aussi euh, des, de l'intérêt. Parce qu'il faut savoir que nous, nos compétitions, je crache sur aucune compétition, mais il y en a très peu dans la saison qui ont un intérêt véritable. Il y a les championnats de France, et après, on arrive sur championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Et il y en a qu'un par année. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que ouais. soit il y a le championnat d'Europe, soit il y a le championnat du monde, soit il y a les Jeux olympiques. L'année olympique, c'est différent parce qu'il y a le championnat d'Europe et les Jeux olympiques. Mais globalement, il y a un événement vraiment majeur qui nécessite, où les gens peuvent s'intéresser. Et encore que championnat du monde, c'est pas très regardé. Non, même moi, tu vois, honnêtement, Ouais, j'ai jamais. Je pense que c'est bête, mais j'ai vu, tu sais, quand des fois, ça me tâtonnait de regarder Florent Manoudou ou Michael Phelps, un peu leur highlights de ouais, leur carrière ou des choses comme ça. Et là, peut-être que tu vois passer des championnats du monde, mais en général, tu vois surtout les logos des JO en totalement. bas à gauche, donc tu sais que c'était par rapport aux JO qu'ils C'est ont ce fait qui une est le plus performance. marquant. C'est Ouais, ce qui est ouais. le plus marquant. Parce que, mais tu vois, c'est quand même fou de se dire. Après, c'est le but un peu des JO, c'est de montrer, de mettre en lumière des sports, même comme je pense à l'escrime ou le Mmh. judo. Oui, Teddy Riner, j'ai déjà vu un peu ses highlights quand il fait les championnats du monde, puisqu'il a gagné moins de 12 fois, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le premier truc que tu vois. Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même fou. Heureusement, j'ai envie de te dire qu'il y a les JO, Ouais. surtout pour la natation, parce que tu vois, mon patron, il est allé cette année aux JO. OK. C'était pour voir Marchand, tu vois. OK. C'était clairement pour ça. Ouais. Il n'est pas allé voir un autre sport, ou peut-être que oui, mais en tout cas, c'était pas sa prio. OK. Parce que c'est vrai que moi, honnêtement, j'ai les jeux à faire. Je fais le classique, je ne verrai pas une autre fois dans ma vie, c'est natation, Et athlétisme ouais. et à la rigueur judo. J'avoue OK. que judo, c'est quand même. Il y a des enfin, c'est vraiment des sports qui respirent l'olympisme et qui sont, visibles que pendant cette période-là et c'est dommage parce qu'en fait, on voit les émotions que ça peut procurer et on voit Ouais. aussi, ce que enfin, Ah, ça se joue à rien, là, c'est ouf. totalement, totalement et Des dizaines de. Ouais, voilà, comme c'est je ce qui dis. est beau, en Ouais, fait, hein. ouais. C'est parce Ah, mais que clairement, hein. et ils ont rajouté aussi des sports comme le football qui, pour moi, ont pas enfin, on sent que, c'est un peu par défaut et parce que c'est un sport populaire, mais il y a pas forcément, dans le football une vraie valeur d'olympisme, Ouais, voilà. ouais, clairement, moi, j'en vois pas, même, bon, ça a un meilleur écho, mais je pense que c'est grâce aux USA et au fait que je comprends pas pourquoi, par exemple, si, du coup, je voulais parler du basket. Mmh. Je comprends pas pourquoi c'est l'Allemagne, tu vois, qui a gagné les championnats du monde l'année dernière, je crois, Mmh. et que ça soit pas les USA, tu vois. Alors que les USA, c'est l'équipe dans le basket, parce qu'en fait, c'est la NBA. Ouais. Voilà, c'est corrélé à la NBA. Mais en fait, t'as l'Allemagne et t'as l'Espagne. Ils sont monstrueux. Mmh, Et aussi. la France, du coup. Encore une fois, on Ouais. revient à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs en basket qui s'entraînent aux États-Unis Ouais. et qui jouent pour la NBA. Donc on revient aussi à ce truc de c'est encore aux États-Unis qu'on forme nos champions à nous. Pourquoi? C'est aussi parce que je pense qu'il y a une volonté de l'équipe olympique américaine d'avoir ces grandes stars-là pour les Jeux olympiques. Mais je pense que pour d'autres championnats qui sont plus modestes, il n'y a pas forcément l'ambition de les envoyer, etc. Parce que les basketteurs, si je dis pas de bêtises, pour eux, la NBA, c'est la finalité de tout. Gagner la Oui, NBA, oui, oui, c'est c'est comme la Ligue des Champions au foot, mais tu vois. largement. Et je pense que pour eux, en fait, enfin, c'est ça leur titre de champion du monde. Ouais. Et ça existe pas. Enfin, pour eux, Pourtant, les c'est tous autres. les ans, hein. Ouais, T'imagines? bien C'est sûr. tous les ans, c'est comme si, genre, tu gagnais la Ligue 1, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tous les ans, ou la Ligue des Champions. Mais pour eux ça représente le monde, alors que en vrai de vrai, enfin, ce sont des équipes américaines, des franchises américaines, et en fait, t'es champion des États-Unis. C'est ça, mais pour eux, c'est champion du monde. Voilà, mais c'est parce que en fait, ils ont créé ce truc-là, et pour eux, ce sont les meilleurs, et c'est le cas. C'est les meilleurs, en sachant que dans chaque équipe, il y a aussi des étrangers ou des personnes euh, qui viennent pas que des États-Unis. La stat est folle. C'est que justement, en fait, ils ont comparé, tu vois, par rapport à la Dream Team de cette année. Mm. Enfin, pas la Dream Team, du coup, je sais plus, les Avengers, tu vois. Ouais, Voilà, ils s'appellent les ok, Avengers. Et ils comparaient justement la Dream Team de 98 avec Jordan et tout. Quand c'était la Dream Team avec Jordan, en fait, c'était, je crois qu'il y avait que 6 joueurs en NBA, ok, hors États-Unis, qui jouaient les Jeux Olympiques en 98. ok.
Et là, cette année, il y avait 66 joueurs dans tout pays confondu, hors USA. Ok. Et c'est pour ça que pour eux, c'est pas comparable, parce que bah, il y avait autant, c'était une équipe de fou en 98, mais là, t'as plus de difficultés. Genre, la majorité ont été formés en NBA, et en fait, ils jouent tous dans des pays, genre, bah, là, t'avais les pays de l'Est Mm. avec Jokic, mais tu peux avoir après je sais pas, genre, l'Allemagne, etc. et tout. Ils sont tous formés en NBA, du moins une très, très grande partie. C'est quand même ouf, en vrai, je trouve le fossé par rapport à ça Bah ouais, et au fait après, que ce soit vraiment les États-Unis, tu vois, même si tu vois, bah, là, on l'a vu en natation, les Chinois, ouais. j'aurais pas posé une pièce, hein. Bon, après, je m'y connais pas du tout, mais je Ouais. savais pas que enfin, c'était monstrueux. Alors les Chinois, c'est particulier parce qu'en fait, nous, en tant que nageurs, c'est très opaque. On n'arrive pas à savoir véritablement ce qu'ils font généralement. C'est-à-dire que c'est quand même assez loin et on est mal informé sur ce qui se passe. Hmm. Alors maintenant, de plus en plus, on réussit à avoir les informations parce qu'avec mondialisation, je vais y arriver, on réussit à avoir même des images de leur championnat, mais il y a quelques années, on n'y arrivait pas. Les Chinois, en fait, ils ont décidé qu'ils allaient se mettre à la natation il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand je dis se mettre à la natation, on se comprend sérieusement à la natation et rapporter des titres. Mais dès qu'ils ont commencé à le faire, ils ont commencé à le faire de façon assez, euh, assez rapide et surtout euh, en étant assez sensationnel. Record du Ah, monde bah là, battu cette année du 100 mètres nage libre, qui est l'épreuve reine qui n'a pas connu d'évolution majeure. Quand je dis d'évolution majeure, c'est-à-dire que de 2009 à 2022, on a gagné 2 ou 3 centièmes sur le 100 mètres nage libre. Là, il a grappillé quasiment 5 dixièmes. C'est colossal. Et ça montre un peu que les Chinois, ils ont quand même de la ressource par leur nombre d'habitants, mais aussi par leur savoir-faire. Euh, et ils sont très dangereux, très dangereux. Ils commencent à caracoler au niveau des États-Unis et de l'Australie, qui sont les pays qui dominent la natation depuis hmm. pléthore d'années. Ouais, clairement, c'est vrai que ça m'avait choqué. Après, ouais, c'était le 100 mètres. Je sais pas à quel point il s'était bien classé, peut-être sur le 200. Pas tant que ça, Ouais, pas énorme. ouais. Encore une fois, ça dépend aussi de, de, de certaines individualités. Hein. Tu as des nageurs qui portent l'équipe, tu as des nageurs qui portent des relais, etc. Bah, quand même, quand tu as un nageur qui est recordman du monde et qui met 5 dixièmes au précédent record du monde, enfin, tu pars avec un avantage sur des relais colossal. Ouais, ouais, clairement. Et justement, bah, c'était un peu pour parler aussi un peu de tout ce qui était natation générale. Mm. C'était un peu pour revenir à ça parce que je m'y connais pas du tout. Et c'était un peu pour savoir. Je sais que voilà, il y a le 50 mètres, le 100 mètres. Ouais, Après, on part sur le 200 mètres relais. pas que, mais ouais, Voilà. Ou 200 mètres tout court, oui, parce ouais, qu'il y a les 4 nages. aussi. Si tu peux un peu ouais, expliquer les différentes nages, je les connais, mais Ok. c'est vrai que c'est quand même. La natation, en fait, déjà le but de la natation, c'est d'aller le plus vite possible, de faire une distance le plus vite possible. Alors on a 4 nages et on en a aussi une cinquième qui combine les 4. Donc du coup, on a le papillon, le dos, la brasse, le crawl. Et la quatrième épreuve, c'est l'enchaînement de ces 4 nages dans cet ordre-là. Euh, on a le 50, donc on peut faire une distance de 50 mètres. On a le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le 800 mètres et le 1500 mètres nage libre. Globalement, c'est à chaque fois on fait x2. On n'est pas très compliqué. Ouais. Euh, Ce qui est particulier aux Jeux Olympiques, on n'a pas les 50 mètres qu'on appelle de spécialité. On n'a que le 50 nage libre. Donc 50 nage libre, généralement qu'on fait en crawl, mais le 50 papillon, dos et brasse n'existe pas aux Jeux Olympiques, pour le grand désespoir de certains sprinteurs qui sont spécialistes dans ça. Mais ça existe au championnat du monde. Ok. Euh, Ce qui est aussi important, c'est que ça reste des épreuves individuelles. Donc la natation est principalement individuelle, mais on a des épreuves de relais. Pour finir sur les épreuves individuelles, on a le 200 mètres 4 nage et le 400 mètres 4 nage. Euh, Si je suis aussi global, je parlerai du bassin que vous avez pu voir aux Jeux Olympiques, c'est un bassin de 50 mètres. On a aussi le bassin de 25 mètres, qui est un peu l'équivalent en athlétisme du indoor et du outdoor, c'est-à-dire que eux en indoor ils sont sur des 60 mètres, quand ils sont à l'extérieur ils font du 100 mètres, c'est un peu à peu près le même principe. Particularité américaine, il y a du 25 yards qui n'est pratiqué à l'université. 25 yards qui est donc encore plus petit que le 25 mètres. C'est combien? C'est à peu près 22, je crois. Ok, d'accord. Je vais pas dire de bêtises pour pas que les Américains me fusillent, mais c'est à peu près 22 mètres. Donc ça fait encore plus petit. Et ce qui veut dire aussi passer plus de temps sous l'eau. C'est pour ça que vous avez pu voir aussi que certains Américains et des gens qui s'entraînent aux États-Unis Hmm. sont très forts sous l'eau et passent beaucoup de temps sous l'eau.
euh, en sachant qu'on a droit à une limite de 15 mètres sous l'eau par 50 mètres, parce que sinon, on est disqualifié. Attends, On- 15 mètres Sous sous l'eau. l'eau Sur, avant de prendre une respiration ouais, sur 50 mètres. sur 50 mètres. Tu as droit de faire 15 mètres maximum. Et en Ok, fait, il ouais. faut savoir qu'on va plus vite sous l'eau que hors de l'eau, en nageant. Donc en Ouais. fait, c'est, ça a été limité parce qu'en fait, il y a une personne qui a du coup à passer très longtemps sous l'eau et on a constaté qu'en fait, c'était assez déloyal Ouais, par ouais. rapport aux autres, en sachant que pour faire 15 mètres sous l'eau sur une course, faut s'entraîner, vraiment. Faut vraiment, Ouais, vraiment être déjà chaud. que la piscine de chez mes parents, c'est 8 mètres. Aller-retour, ça pique 16 mètres. Ah, Ouais, ouais. et puis voilà, c'est que quand tu sors, c'est pas tu t'arrêtes, c'est que tu dois encore nager à une vitesse très très La même. importante. Mais oui, c'est des techniques qui sont très qui ont été, enfin, technique qui a été popularisée par Michael Phelps, mais ça se faisait déjà avant et ça s'est fait aussi après. On a Jérémy Stravius, nageur français, qui était enfin, je je me mouille un peu à un moment donné de sa carrière, le meilleur nageur de coulée. Largement, Jérémy Stravius qui champion du monde en même temps que Camille Lacour. Mm. Je vais pas dire de bêtises, je vais pas donner la date si je veux le faire, 2011, où est-ce qu'ils finissent ex aequo champion du monde. Très très belle, très très beau moment pour la natation française. Euh, et c'est pour ça qu'on voit des nageurs qui sont sous l'eau et qui sont très très bons sous l'eau. C'est le cas aussi de notre champion Léon Marchand. Ouais, Euh, c'est vrai que ouais. et les épreuves de relais, pardon, j'en venais aux épreuves de relais. On a des relais. Je vais pas parler de ça en petit bassin parce que c'est un peu beaucoup, il y a un peu tout. Mais en grand bassin, et les épreuves qui sont olympiques. Du coup, on a le 4 x 100 mètres messieurs, qui est vraiment l'épreuve de testostérone par excellence. On a le 4 x 200 mètres nage libre aussi. Et après, on a le 4 x 104 nage, que ce soit messieurs ou dames. Et on a les mêmes épreuves en mixte parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau. On fait des relais mixtes avec Ok. deux hommes, deux femmes, dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est assez stratégique et ça donne aussi parfois des choses plutôt marrantes à voir. Ouais, et ça n'a pas été le cas en JO, du moins, sinon, j'ai pas Si, vu. si, il y Ok. a eu, je crois qu'elles ont fini, ils ont fini, ils et elles ont fini quatrième, je crois, Ok. de mémoire. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois. Ok, ok. Ça, c'est fou. En vrai, c'est fou. Et justement, bah, là, on a vu à peu près les nages. Par rapport aux entraînements, toi, c'était quoi, on va dire, tes nages où tu voulais te qualifier et où, du coup, tu allais chercher des médailles? Et pourquoi ces nages? Peut-être parce que c'était peut-être, on va dire, moins chiante. Ah ben non, Je sais pas. parce que j'ai justement pas fait le choix. Ok. C'est par rapport à tes perfs? Genre, t'as vu celle où t'étais vraiment mieux et moins bon, tu t'es dit, bon, si je veux aller chercher mieux, il faut que je prenne les perfs où je suis, enfin, les nages où je suis le mieux. En fait, on se spécialise quand même relativement tôt en Hmm. natation. En tout cas sur, pas forcément sur la nage, parce qu'un nageur peut faire plusieurs nages. Euh, Tes distances plutôt. Non, non, plusieurs nages. Ah, ok. C'est-à-dire, soit tu peux faire papillon, dos, bras, Ouais, scroll. ok, ouais. Et il y a des nageurs qui, souvent, le papillon et le crawl, tu vas retrouver les mêmes personnes. Ok. Typiquement, Maxime Grousset, champion du monde du 100 papillon. À la base, c'est un crawler. Ouais. Euh, et en fait, on a aussi ces nageurs-là qui peuvent être polyvalents sur les nages. Par contre, là où est-ce qu'on se spécialise assez tôt, c'est savoir si on est demi-fondeur ou sprinter. Ouais, voilà, Ça, sur la distance, est-ce que c'est du 50 ou ouais, du 200 ça 400? c'est assez. Tu le sens vite. Ouais, plutôt. Ouais. Et tu vas vite dans des entraînements qui sont spécifiques à ça aussi. C'est-à-dire que Florent, je peux pas lui demander de faire un 400 nage libre. Désolé Florent, mais il peut pas. Enfin, il a pas l'entraînement pour, il a pas développé les qualités pour, que ce soit en musculation, dans l'eau, pour être un très bon nageur de 400 nage libre. Il y a des nageurs qui arrivent à être un peu polyvalents, mais ça a quand même des limites, véritablement. Moi, j'ai commencé parce que le demi-fond en Guadeloupe, l'anecdote est un peu folle, mais on nous a reproché à un moment en Guadeloupe de faire que des sprinters. Donc le conseiller technique de l'époque, il a dit, ben en fait, on va faire une politique maintenant, tout le monde va faire du demi-fond. Hmm. Et moi, je suis arrivé à ce moment parce que cette politique a été mise en place, Ok. parce que véritablement, ils voulaient pousser le demi-fond, montrer que les Guadeloupéens, contrairement à ce qu'on peut penser, peuvent faire du demi-fond. Et ça a apporté ses fruits très, très, très largement. Et le premier champion de France guadeloupéen au 15 en nage libre, c'est Enzo Vialcoli en 2013. Et en fait, on a constaté qu'on était aussi capable de faire du demi-fond. Donc moi, ayant eu cette formation-là de nageur de demi-fond, ben, je suis resté à faire du demi-fond, donc principalement du 15 en nage libre d'abord. C'est là que j'ai fait mon premier titre de champion de France. Mais après, je suis descendu sur le 800 jusqu'au 400 parce que j'ai fait aussi une finale au championnat d'Europe. Donc au final, moi, j'étais plutôt nageur de 400, 800, 1500. Je trouve 1500, on est d'accord que c'est 1500. Oui, 1500, oui. C'est à peu près 15 minutes.
Ok, ouais, d'accord, ouais. Grossièrement, c'est 15 minutes, 1 minute Ouais, par 100 mètres. une minute Ouais. pour 100 mètres aussi. Après, si tu veux être champion olympique, faut être un peu plus rapide que Ouais, ça. ouais. Mais en tout cas, c'est globalement ça, là où est-ce qu'il a la densité. Et je me suis accordé à dire que j'étais un nageur de 800. Voilà, le compromis entre les deux. Voilà, c'était un peu ça mon truc. Ok, ouais, parce que du coup, à 800, là, on part sur Un peu moins de 8 8 minutes. minutes. Ouais, Un ouais. peu moins de 8 Un peu minutes, moins ouais. de 8 minutes. Ouais. Putain, en vrai, ça doit être. Déjà qu'on voit potentiellement un fossé sur je pense, des 100, 200 mètres, Mm. des petits fossés, on va dire, Ouais. entre les premiers et les derniers. Mais comment ça se passe, en fait, dans ta tête, quand tu es en train de faire un 800 mètres, et que, genre, en fait, tu sais que tu as des gens devant toi ou derrière toi, et que, genre, il te reste, je sais pas, peut-être que, du coup, en vrai, dans ta tête, quand tu es dans l'eau et que tu fais vraiment 800 mètres, dans ta tête, tu raisonnes comment pour dire, genre, t'es vers la fin, est-ce que tu comptes dans ta tête Ouais. combien de Alors, fois tu tapes le premier 50 mètres, etc. Enfin, c'est con, parce qu'en vrai, je connais pas du tout ça. ouais, mais en fait, on a suffisamment de temps Hmm. pour savoir Juger ton effort, ouais. où est-ce qu'on Ok. où est-ce qu'on en est dans notre effort, etc. À savoir qu'il y a quand même, ça reste quand même un sport de haut niveau. On est là pour se dépasser à nos limites. Et forcément, il y a un moment donné où parfois on arrive à plus trop être lucide. Ouais. Donc, c'est pas anormal de se tromper. Et pour ça, en fait, on a des plaques que les officiels et les bénévoles tournent de l'autre côté du bassin, qui nous montrent combien de bassins il nous reste à faire. Donc déjà, merci aux bénévoles de faire ça, parce que sans les bénévoles, il n'y aurait Hmm. pas de sport en France, pour la Ouais. plupart. Ouais. Et surtout, dans les grands championnats, on a un panneau en bas, au fond du bassin, qui nous montre le nombre de bassins qui nous restent. Ok. Donc c'est un système automatique qui est un peu plus agréable pour le nageur, parce que ça lui évite de lever la tête. Et Euh, chaque centième compte à ce Ouais, niveau-là. surtout à ce niveau-là, clairement. Ouais. Je savais pas du tout pour. Bon, j'imaginais que t'avais quand même un repère, parce que déjà que t'as pas que ça à faire de compter, hein. C'est comme à la salle, tu comptes. Si tu peux ne pas compter tes C'est rêves, quelqu'un clair. le fasse pour toi, Ouais, c'est très bien. exactement. Parce que, ouais, putain, 8 minutes, ouais, c'est Oh, vrai que ouais, ça commence à être ouais, demi-fond, quoi. ouais, franchement, 8 minutes d'effort, à ce rythme-là, c'est... Comme un test de VMA, limite. Bon, on n'en est pas loin, hein, Ouais, vraiment, ouais. vraiment. Et après, il faut gérer son effort, parce que mine de rien, si tu te retrouves en manque d'oxygène à un moment donné, tu À vas le payer. 4-5 Ah minutes, ouais. tu sais que là, voilà. Donc, c'est un effort à gérer. On n'est pas à fond, on n'est pas en sprint, hein, largement Ouais. pas. Mais on est sur le meilleur ratio, le meilleur compromis. Et ça fait mal. Vraiment, généralement, à 400-500 mètres, tu commences à vraiment avoir mal au ventre. Et c'est pas rare que Pourquoi au ventre? Je sais pas. Ok. Je sais Parce que pas. j'allais dire, bon, après, moi, c'est parce que j'ai zéro. Je fais jamais de la nage. Moi, mon premier truc que je pense, et c'est aussi là où on voit la musculature, on va dire, des nageurs qui Mm. sont développés, c'est les épaules et le dos où Ouais, t'arrives directement. totalement. Alors ça, c'est la douleur musculaire, mais Ok. elle est pas si, j'ai pas envie de dire qu'elle est pas si importante, parce que si, en vrai, ça fait mal, mais on est tellement habitué Ouais. à tracter de l'eau qu'en fait, c'est plus, on se sent un peu comme à la salle, t'as l'impression de plus pouvoir pousser. Ok, ouais, ouais. Toi, c'est un peu Ouais, ça ok. la sensation. T'as l'impression que tes bras sont faibles, que tu peux plus pousser l'eau. Mais par contre, le ventre, ça fait une douleur. T'as l'impression véritablement comme si t'es dans une contraction musculaire de fou, que tu es en train de tétaniser. Ouais, c'est tes muscles profonds Ouais. le transverse, etc., Et t'as envie de qui prennent vomir. tarif. Ok, T'as d'accord. envie de Ouais, vomir. c'est fou ça. Ouais, c'est pas rare qu'après une course, il y ait quelqu'un qui vomisse. Euh, enfin, moi pour le coup, ça m'est rarement arrivé en compétition, plus à l'entraînement. Ouais, ok. Ah oui, à Ouais, l'entraînement, ouais. ouais, plus à l'entraînement. Mais oui, on se pousse à nos limites, on se pousse dans nos derniers retranchements. Et après, c'est aussi euh, une course, c'est aussi beaucoup de garder le plus de lucidité possible Hmm. pour justement être techniquement propre. Parce que la natation, c'est pas forcément celui qui fait le plus de mouvements propulsifs qui gagne, mais c'est celui qui se freine le moins, comme au vélo, hein. On voit quand ils font le contre-la-montre, l'objectif, c'est pas forcément de développer le plus de watts, si ça l'est, mais c'est aussi de se freiner le moins possible pour avoir une meilleure pénétration dans l'air. Économie d'énergie. Je sais très bien que natation, c'est souvent, en fait, comme tu l'as dit, te laisser glisser. Totalement. C'est vraiment c'est le fait de glisser. Il y a aussi la hauteur de ton corps. Au début, quand on commence la natation, on nous dit, voilà, il faut nager avec aussi les pieds. Mm. Mais en fait, tu te rends compte vite que tes pieds, ils sont hyper bas par Ouais. rapport à la surface au niveau de Ouais. l'eau. Et que j'ai vu par rapport à la préparation de certains Ironman, où je sais plus comment ça s'appelle, la genre de petite bouée que tu mets entre les jambes. Le pull boy. Ouais, voilà, le Ouais. pull boy. Je sais qu'il y a énormément d'entraînements spécifiques. Bon, après, c'est différent, c'est pour l'Ironman, mais je pense qu'on s'y retrouve très bien en natation. Ouais. Ou même moi, au début, on m'a dit que, par exemple, mon crawl,
Certes, entre guillemets, je suis pas lent et tout, tu sais, quand tu fais des petits crawls à la piscine, et cetera Mmh. et tout, avec tes potes. Mais des fois, ouais, c'est vraiment de se laisser glisser. Quand tu es en eau libre, si on parle d'Ironman, tu as la combinaison avec une certaine matière qui te fait encore plus glisser, Le comme si c'était de néoprène, ouais. l'huile, ouais, du néoprène. Ouais. Donc, la les, comment on appelle ça? Les bas que vous avez, c'est du néoprène? Ou même pas? Non, En compète? alors nous, on avait du polyuréthane à OK. une époque et ça a fait une grosse polémique parce qu'en fait, ces combinaisons-là étaient appelées, c'était les combinaisons qui faisaient les records. Donc en fait, il y avait même plus de nageurs apparemment, c'était pas les nageurs qui nageaient, c'était les combinaisons. Il faut savoir qu'en fait, cette technologie-là, du coup, de polyuréthane, elle a été développée avec la NASA et en fait, elle permettait aux nageurs de flotter beaucoup plus facilement. Mmh. Donc en fait, effectivement, ça permettait aux nageurs d'être plus rapides. Savoir que bon, si tout le monde est équipé, tout le monde va être plus rapide. Donc grosso modo, ça va juste rehausser le niveau global. Mais elles ont quand même été interdites parce que ils voulaient retrouver ils voulaient retrouver l'essence même de la natation. Et c'est vrai qu'on avait assisté à quelques dérives de nageurs qui, du coup, se surmusclaient pour profiter des bénéfices de la combinaison qui OK, te faisait ouais. de toute façon flotter. Flotter, donc tu te sens plus léger et tu développes de la masse musculaire Ouais. au niveau de tes muscles qui te font tracter, donc T'allais plus vite. Donc on avait assisté à peut-être on voyait des nageurs beaucoup plus costauds que ce qui était auparavant. Après, maintenant, nous, on a des tissus classiques. C'est-à-dire, c'est un tissu qui est très réglementé, qu'il faut qu'il passe un certificat et il y a rien de magique dans les combinaisons. OK. Vraiment, il y a rien. Et c'est quand même différent que ce qui est vendu dans le commerce? Oh, tu peux le retrouver dans le commerce, il n'y a pas OK. grand-chose qui diffère. Après, c'est juste que, effectivement, ça a Certaines longueurs aussi? il y a une certaine longueur, mais surtout aussi, ça a un aspect compressif. OK, donc Donc en fait, quand tu c'est les mets, tu sens que ton corps est déjà un peu plus gainé et ça te ouais, ouais, permet de mieux flotter, ça te permet d'avoir une certaine élasticité un peu plus rapide au niveau exact. de ouais, ouais. Bon après, t'as pas les bras, donc tu peux pas Oui, et vaut mieux pas parce que je sais que quand tu vois des gens qui font des Ironman, ils ont une combi et justement elle doit être un peu ça doit être une bonne compressif. compression, mais du Ouais, coup, les épaules, elles peuvent prendre tarif au niveau de l'amplitude c'est et ça de c'est c'est ça c'est l'explosivité, typique, ouais. de la matière qui est utilisée. Moi, j'ai déjà participé à une compétition avec du coup En du nage néoprène. libre? Ouais, en nage OK. libre, j'avais fait un 10 kilomètres. Ouf. Heu, J'avais fait un 10 ou un 5, je crois que c'était un 5. Hem, j'ai fait un 10 aussi. Mais avec la Mmh. néoprène, c'était un 5 de mémoire et effectivement, c'est très difficile de nager avec, mais la matière est tellement épaisse aussi que, Ouais, ouais, ouais. c'est pas la même natation qu'en bassin. Ouais, Définitivement ouais, pas. bah, oui, de toute façon après avec toutes les frictions que t'as quand même et tout en eau c'était quoi? Eau libre lac ou c'était, C'était mer? dans un lac. Pour la fois cette fois-là, c'était dans un lac. C'était où le lac, c'était en À France? Brive, à Brive. À Brive, Ouais, OK, c'était un OK. championnat de France à Brive. Après, j'avais été aussi je sais plus où j'avais été aussi pour faire, un 10 kilomètres avec l'équipe de France, je me rappelle plus. Mais ouais, c'était sympa. OK. C'était pas ma meilleure expérience, mais c'était sympa aussi l'eau libre. Ouais, ouais, j'imagine et bah, là, tu vois, tu m'as parlé un peu de la nage libre, ça y est, la natation officiellement, en compétition, Ouais. c'est bon. Tu des défis un peu, on va dire, sportifs que tu aimerais bien, développer? Alors, sportivement, j'ai pas Un autre envie. sport ou peut-être, des variantes de la natation comme justement, Bah, voilà, en eau libre et cetera et tout? Parce qu'en vrai, en je général, quand on a fait un sport, à haut niveau, on essaie d'en retrouver un autre, pas assez rapidement, mais de se ressentir un peu vivant dans une autre thématique. Ouais, alors moi je vais continuer à nager parce que j'adore ça en Ouais. fait. Je sais que l'entraînement, la compétition, j'en ai un peu ma claque, Mmh. vraiment. J'avoue. De se préparer pour un moment et devoir faire des temps et devoir sentir la pression autour pour avoir des résultats et surtout qu'on vit dans un microcosme, on a l'impression qu'en fait on est en train de jouer l'avenir de la Terre, hein, on a l'impression. Alors que pas du tout, hein. Si Mmh. tu fais une contre-perf demain, tout le monde va aller au travail et tout le monde va être Tout le monde s'en pareil. fout, c'est comme à la salle, le regard des autres, en Ouais, vrai, on s'en fout, ouais. y a que Mais toi qui te mets des barrières, totalement. Mais j'en ai un peu marre de ça. J'en ai un peu ouais. marre de cette vie-là et je vais continuer à nager. Je nage de temps en temps et je me fais des petits défis, dans la natation, de pas trop perdre mon niveau, aussi pour pratiquer, pour garder un corps que j'ai envie de voir dans le miroir parce que j'ai pratiqué la natation toute ma vie et je me suis permis de pouvoir manger un peu ce que je veux, avec certaines mesures, heu, parce que je sais que je dépense énormément dans l'eau. Mmh. Donc j'ai quand même envie de ça. Après là, le sport qui me fait plaisir en ce moment, c'est le padel et je pense que je vais essayer de m'y mettre un peu plus souvent, ouais. Paddle ou padel? Padel, Ouais, ouais, la raquette. raquette, ouais. Ouais. C'est vrai que ça
Et Ça, aussi les c'est sports collectifs aussi. J'ai vu, le volley, pendant les jeux. Bon, bien évidemment, je voyais le volley avant parce que j'étais au Crêpes et je voyais les volleyeuses ça, il y jouer. a, il y a du bon aussi au volley à Montpellier, hein. Ouais, ouais, Il y a vraiment du bon. C'est vrai qu'ici, je suis toujours pas allé voir, alors que bon, ça fait quand même 5 ans que je suis ici, mais ouais. bon, on a quand même le club, il y a le club champion de France, je crois. Et je pense que moi, j'ai aussi envie de pratiquer un sport d'équipe parce que avoir fait un sport individuel toute ma vie, c'est bien. Mmh, mais je crois qu'il y a cet aspect d'équipe qui est cette valeur équipe qui est très forte en moi et j'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, ouais, clairement, ouais. Et rien que le niveau social et tout, en plus, c'est vraiment cool et tout. Et maintenant que tu as fait vraiment de la compète pure en sportif de haut niveau, je pense que voilà, tu peux, on va dire, un peu plus lever les pieds et maintenant Ouais. faire des activités vraiment que tu kiffes. Ce qui est particulier aussi dans le fait de faire un autre sport que la natation, c'est, en tout cas, un sport que j'ai toujours connu, c'est surtout aussi le fait de sentir la progression assez rapidement. Tu repars de zéro, Ah ouais. potentiellement sur un nouveau sport. Mais c'est-à-dire que en Et trois matchs de padel, en fait, t'as vu la diff? ben oui, enfin j'ai progressé. Là où en fait en 3 ans de natation, parfois j'ai régressé. Tu vois, enfin c'est Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais en même temps, t'as tellement un niveau hyper haut en natation que du coup, chaque centième, c'est énorme. je dis une connerie, Ouais. c'est 100 heures Ouais. d'entraînement. Voilà, tu vois, si on fait le rapport. Mmh. C'est toujours, voilà, tu tentes 10 fois, c'est la 11e qui va peut-être passer ou la centième. Clairement. C'est rien. Alors que là, quand tu commences en étant très nul, mais en fait, tu arrives facilement à être nul et du coup, ça ne Ouais. serait-ce que ça, en fait, c'est déjà une petite évolution Ouais, et ouais, c'est ça, ouais. Je le sens dans. Là, moi, je me suis mis à un défi du marathon. mmh, Je le sens dans l'endurance. J'ai toujours été dans la force athlétique, la musculation, etc. Là, on est sur le fossé, hein. ouais, Explosivité, endurance. c'est Donc clair. maintenant, voilà, trouve un moyen, voilà, d'y arriver parce que c'est pas le même. Mais du coup, ouais, tu vois vite les efforts. Mmh. Et clairement, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'avais ma petite dernière question avant ma question fétiche, Dis-moi. que tu en avais parlé du coup dans ton réel quand Ouais. tu as annoncé ta retraite. C'était l'importance de l'entourage. Donc, c'est pas quelque chose que j'en ai parlé avec les gens OK. encore dans le podcast. Mais ben moi, là, je le ressens à mon égard. Tu vois, genre, c'est un truc tout bête. Mais bon, après, je peux en parler parce que moi j'ai zéro tabou dans n'importe quoi. OK. Et vu que j'ai pas mal de connaissances dans le marketing, j'ai rodé la formation, je pense que tu dois connaître, de Mathieu Stéphanie, donc Do It Yourself. Donc c'est le podcast en France qui permet justement il a une formation pour développer ton podcast. OK. Et en fait, il a dit, bon voilà, quand tu t'es pas connu dans le podcast, il faut aller chercher, tu sais, tes avis 5 étoiles sur Spotify à la mano. OK. Moi, j'ai demandé à des personnes, je pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire ou genre qu'ils allaient vraiment Ouais. s'en foutre. Et ils l'ont fait, tu vois. Et genre, moi, ça m'a fait plaisir parce que du coup, ils m'ont un peu soutenu dans le projet. Mais il y en a, c'est pas du tout le cas. Et toi, je sais que tu en as un petit peu parlé dans ton réel de l'importance que tu as senti, on va dire, dans l'entourage. Et du coup, ouais, c'était un peu pour que tu en parles, autant l'aspect positif que peut-être négatif. Genre, je sais pas si tu as été déçu de certaines personnes. Je sais que voilà, bon, après, toi, tu es sportif de haut niveau, mais malheureusement, au niveau du salaire, ça suit pas comme dans le foot. Ouais. Et je sais qu'il y en a, pour par exemple des footballeurs ou des sportifs qui gagnent extrêmement, extrêmement bien leur vie, voire trop, qui justement, ben, il y en a, ils en profitent, tu vois. Et du Bien coup, sûr. c'était un peu par rapport à ça, toi, si tu as eu des aspects positifs. Ça a l'air d'être plus positif que négatif, en tout cas, ce que tu as eu. Oui et puis moi j'essaie aussi de retenir que le positif. Oui, oui, Je super important. Ouais. Ouais, franchement, j'ai plus le temps ni l'énergie de me remémorer les choses négatives. Pour les footballeurs, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent profiter, donc ils doivent forcément se protéger. Mm. Nous, on est dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire avoir des gens qui sont là, pour notre projet, pour notre bien et c'est pas toujours évident d'avoir ces personnes-là. On fait un sport individuel, donc bien évidemment que ceux qui sont à côté, ce sont nos collègues, nos camarades, nos partenaires d'entraînement, mais ta carrière à toi, c'est la tienne. Je me suis déjà entraîné face à des adversaires à moi, des gens contre qui je joue des places en équipe de France, parce qu'il faut savoir que par distance, on n'a que 2 places. Mm. Donc même si on est très très fort et qu'on mérite peut-être d'être tous en finale aux Jeux Olympiques, il y a que 2 places par nation. Mm. Donc parfois, tu t'entraînes avec des gens contre qui tu es adversaire. Et j'ai déjà vu des comportements qui sont pas forcément vis-à-vis de moi, mais c'est aussi le cas pour d'autres personnes dans le groupe, euh, où chaque fois que tu es un peu pas bien, l'autre il est content. Et du coup, ça nécessite aussi de savoir où s'entraîner, avec qui s'entraîner, et d'avoir un entourage qui est sain et qui te permet aussi toi d'évoluer. Quand je parle d'entourage, je parle aussi de la famille, des amis, des gens qui sont avec toi dans ton projet, qui te soutiennent, qui comprennent que parfois c'est dur, que
tout bêtement, hein, moi j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui font de la natation. Ma copine, elle fait de la natation, elle comprend mon quotidien, vu qu'elle le vit Mmh. aussi, mais j'aurais été avec quelqu'un qui ne fait pas ce que je fais, elle aurait eu du mal à comprendre et je pense que ça aurait pu créer des distances. En fait, s'entourer des gens qui sont suffisamment, Mature pour comprendre? totalement, et qui, si c'est possible, l'ont vécu ou qui ont assez d'empathie pour se mettre à ta place. Heu et là où ce que j'ai aussi été content, c'est parce que, vraiment j'ai vu il y a des gens qui ont voulu m'aider. Il y a des gens qui ont voulu m'aider à des moments de ma carrière, des gens qui aujourd'hui, dans mon après-carrière, veulent encore m'aider, des gens que j'ai connus il y a de ça, 8 ans et qui sont encore là aujourd'hui et qui veulent ma réussite. Mmh. Et ça, c'est pas, je pense que je le dis même pas assez souvent et je le pense même pas assez souvent, qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui veulent m'aider, et ça, c'est des personnes-là, en fait, faut leur dire merci. Et ce que j'ai surtout aussi tenu à souligner dans mon message de retraite, c'est merci aux bénévoles parce qu'eux, ils l'ont vraiment fait de façon, désintéressée totale. Ils viennent, ils donnent de leur samedi, de leur dimanche pour venir parfois, prendre des temps qui sont, ils sont même pas concernés parce que leurs enfants, des fois, ils ont arrêté de nager ou ils font même pas de la Mmh. natation. Mais ces personnes-là, en fait, sans eux, il y a pas de sport en France. Et donc, c'est très bien qu'on puisse être entouré de personnes aussi bienveillantes. Ouais, ouais et malheureusement, ça manque un peu à certains égards, à des moments et Mmh, c'est vrai que t les bénévoles, tu vois? Bon, après, on apprend toujours que dans toutes les compétitions, il y a des bénévoles. Moi, je l'ai vu, bah, tu vois? Pour toutes les compétitions qu'il y a eu à Montpellier au niveau du 10 kilomètres, marathon, ouais. semi-marathon et tout. Heu, Moi, j'ai mon ancienne copine, elle a fait, bénévole. Mmh, Moi, là, je vais faire, bénévole pour un Aerox, ouais, alors que Aerox commence à bien marcher, donc j'imagine que financièrement, ils sont bien, tu vois? ouais, Mais genre, on va c'est une façon de soutenir, on va dire les sportifs et de leur permettre d'être dans de bonnes conditions totalement. pour faire leur truc, pour juste se focus à une chose et le reste, c'est vraiment secondaire pour eux. Ils ont pas là, c'est comme c'est un truc, de fou, c'est comme le tennis, tu sais, tu carrément une personne, qui t'aide à te donner ta serviette Mmh, ou à te donner ramasseur de balles, tu vois? ouais, Et moi, j'en ai connu un personnellement qui a fait, bah, je pense, qui a fait peut-être la meilleure, finale en tant que, ramasseur de balles, OK. donc je crois que c'était en 2015, c'était Nadal, Djoko, enfin, c'était un truc de fou et justement, il était bénévole, tu vois? Il est parti et tout. Bon, après, c'est limite des sélections et tout quand tu es ramasseur Ouais, de balles au tennis, ouais. surtout Roland-Garros, moi, il m'a dit, «Ça a pas genre, j'ai pas eu, le courrier, j'ai eu mon avion pour Paris et puis c'était tout, quoi». Ouais. Surtout qu'il a dû payer, hein. C'est même pas Roland-Garros qui lui ont payé son Il y a des trucs que je trouve quand même un peu abusés, ouais. c'est quand, il y a des organisations qui brassent quand même pas mal et qu'elles s'appuient sur, des bénévoles. J'en veux pas aux bénévoles, hein, parce qu'au final, eux, ils vivent une expérience, j'en connais qui ont fait les bénévoles pour les jeux et ils vivent une expérience Moi, je folle. serais hyper content, moi, de bon, après, moi, j'ai quand même un avantage, c'est que le Aerox, tu sais, voilà, ils te disent, «Tu le petit t-shirt et tout». Mmh, Bon, moi, après, c'est pour les rencontres, mais surtout, on m'a dit, «Tu tu bénévole, t'as une place offerte dans n'importe quel Aerox de France pour l'année d'après». ouais, 100 balles, c'est quand même 100 balles, mmh, la place, tu te dis: «Bon, t'es quand même content de l'avoir fait» et vu bien que moi, sûr. c'est un objectif de le faire juste après le marathon, Mmh, ça en vrai, il y a des trucs comme ça, c'est cool, mais c'est pas tu vas faire bénévole à un Ironman et on te donne la place à 600 balles, hein. ouais. Ah, c'est pas pareil, gros, c'est pas le même price, hein. Mais Donc oui, après les clairement, bénévoles sont heureusement qu'ils sont là. Après moi, j'aurais aimé un système un peu plus, égalitaire. ouais, voilà, que l'organisation soit Ouais, assez grande pour, OK. pouvoir rémunérer les Ouais, gens j'imagine, et avoir des gens qui soient ressources. Même si je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, hein, qui adorent, donner de ouais. Ouais, ouais, leur clairement, ouais. temps, leur énergie, bénévolement, et encore une fois, grand merci à eux. Ouais, clairement, ouais. Bah, écoute, on arrive à la fin du podcast, OK, donc j'ai ma passez petite, vite. ouais, c'est passé vite, je sais pas depuis combien de temps, on va rigoler, 1h07. Ah ouais, quand Ouais, même. tu vois, Ouais, ça va vite, hein ouais. et j'ai ma petite question fétiche, on va dire. Je crois que tu l'as pas vue. Non. Non, je l'ai pas vue. En gros, c'est simple, mon podcast s'appelle Équilibre Performance OK. et pour moi, dans la vie, on va dire, tu as 2 façons de voir, quand tu évolues et du Mmh. coup, potentiellement 2 catégories de personnes par rapport à leur évolution, personnelle, professionnelle, financière, tout ce que tu veux, sportive et ma question est simple, c'est en gros, est-ce que dans ta vie, c'est l'équilibre que tu avais dans ta vie qui t'a poussé à aller chercher de la performance dans, du coup, la natation? Ou, du coup, par exemple, c'est le fait d'avoir, bah, la natation qui t'a poussé à développer ton entreprise d'audiovisuel? Ou est-ce que tu avais une vie totalement déséquilibrée et du coup, c'était la performance en premier et qu'après tu as amené un équilibre dans ta vie? Sur quelle, on va dire, catégorie tu te ranges par rapport à ton parcours personnel? Alors moi, ce qui est particulier, c'est que c'est la performance,
qui a été ma boussole très longtemps. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il me fallait un équilibre pour performer. Mmh. Donc en fait, pour moi, ça a été un peu immature de ma part de mettre la performance au centre de tout. Et c'est même ça qui me faisait vibrer véritablement, la performance. Et en fait, je me suis rendu compte que pour performer, il me fallait un équilibre. Donc j'ai pris conscience de ça et j'ai travaillé très longtemps sur obtenir cet équilibre-là. Donc si j'avais un conseil à donner aux gens, ce serait de trouver leur équilibre de vie sur combien pratiquer par semaine, comment le pratiquer, qu'est-ce qu'il faut faire à côté, prendre le temps de ne pas forcément penser qu'à la performance finale, mais aussi tout le chemin qu'il y a. Ouais, c'est ça, ouais. Inox Tag, il a encore amené dans l'Everest, Totalement. tu vois. Moi, je retiens toutes les montagnes qu'il a fait, qu'il a montré en vidéo. Moi, c'est les autres vidéos. Moi, c'est le Mont Blanc qui m'a. Moi, ça m'a scotché, sa Ouais. vidéo sur le Mont Blanc. C'est pas forcément le documentaire, même si c'est l'apogée. Mm. Mais c'est ce que tu dis, tu vois, c'est le chemin et pas la finalité. Mais ouais, parce Parce que qu'en la vrai, finalité, c'est genre. ouais, C'est ouais. comme t'as eu ta médaille. Oui, j'ai eu des Émotion, médailles. mais en fait, t'as pas pensé à avoir ce bout de médaille. Tu t'es dit, genre, ça y est, je vais gagner. Ça a duré, je sais pas combien de mois de préparation avec Philippe Lucas, par exemple, tu vois. Des années. Ouais, voilà, des années, carrément. C'est ça, en fait, tu as un feedback, tu as un flashback de tout ce que tu as vécu, en fait. Ouais. Et c'est. Et en vrai, c'est véritablement, c'est un peu bateau, mais de profiter vraiment de cet équilibre-là, de tout ce qui est mis en place sur le chemin, et la performance suivra. La performance suivra, et je suis pas le seul à le dire, hein. Si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont encore mieux marché que moi, qui me l'ont appris, même parfois des plus jeunes. Et, et pour moi, c'est véritablement ce que je retiens de ma carrière, c'est trouver son équilibre de vie, trouver son équilibre sportif dans tout, et après penser à la performance. Et encore que la performance, elle viendra si t'as tout fait bien avant. Ouais, bah, moi, du coup, je me range plus dans la première catégorie, c'est équilibre de performance. C'est Ouais. que là, tu vois, j'ai une vie vraiment, genre, je suis content, tu vois. Mm. Mais je sais que l'année prochaine, voilà, l'alternance ou quoi, elle se finit ou quoi que ce soit, ça peut vite descendre sur Ouais. plein d'aspects. Et si je lance pas le projet qui me fait vibrer et que j'ai toujours voulu lancer un projet dans ma vie, que ce soit pas forcément audiovisuel, mais un projet qui est propre à moi, parce que je sens que j'ai besoin d'être mon propre patron et de pas être, entre guillemets, dirigé par quelqu'un, Mhm. de collaborer. Et en fait, c'est ça qui me pousse à aller performer parce que je me dis, si je performe pas maintenant, mon équilibre, je vais le perdre potentiellement. Et je sais que si je performe, ben, je vais avoir un équilibre qui sera encore meilleur Ouais. parce que j'aurai des finalités qui seront plus importantes pour moi, que je serai allé chercher. Et pour moi, c'est ça vraiment c'est ce que j'espère que, on va dire, c'est un peu le message que je vais véhiculer, même si je sais qu'il y a il y a des gens, ils avaient que ça dans leur vie, que ça soit pro, sportivement ou quoi. Et en fait, ils sont butés à ça et ça leur a permis après de découvrir la vie de découvrir la vie pour avoir un équilibre, justement. Mais Totalement. il y en a, c'est totalement déséquilibré au début parce que il y a des conditions, des prédispositions, tout ça qui font que Le pas trop le nombre choix. de burn-out qu'on peut avoir, enfin, qu'on Ouais, peut voir, enfin, c'est quelque chose qui découle d'un déséquilibre, hein. C'est que les ouais, gens c'est se ça. sont mis à fond dans quelque chose, et sans forcément se poser trop de questions. Et je pense qu'il y a un grand intérêt pour la santé mentale en ce moment, et je pense que c'est justifié. Ouais, Et je pense que il faut être attentif à ça. Et des signaux, ouais. c'est d'abord ça sera le prochain épisode de mon podcast, qui sera sur la gestion du mental des sportifs de haut niveau. Ouais, bah écoute, sur ces belles paroles, c'est parfait. Donc moi, je mettrai tous les liens en description. Donc Merci. on peut te retrouver. Donc c'est Sport Talk avec deux L. Avec deux L pour Tu parler de peux. tous les sports. Ok. Et toi, du coup, ton Instagram personnel, c'est Joris Bouchot. Bouchot, ouais, Voilà. que je mettrai bien évidemment en description. Tu as la version YouTube du coup du On est podcast, sur YouTube, on est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon, on est hébergé partout. par Ocha. On- Ce n'est pas une pub, mais voilà. J'imagine, c'est Ocha? Non, même pas. Ah, c'est même pas Ocha? Non. Moi j'ai Ocha, moi. Ouais, j'y ai pensé. Après, j'ai pas encore mis en place l'entièreté du process, Ouais. mais en tout cas, je vais essayer de vraiment caler tout ça. Hmm. Mais j'attends de faire le premier épisode, parce que là, on va rentrer dans l'intimité du podcast. Pour l'instant, je suis à la recherche d'une salle qui me correspond. Ouais. Et du coup, parce que j'ai quand même beaucoup cet aspect audiovisuel qui me correspond, Hmm. j'ai envie de créer quelque chose de beau, et je suis à la D'avoir ton recherche identité aussi de. totalement. Donc, je vous cache pas qu'il y aura un petit néon qui va passer Sport Talk dans le fond. Mais bon, je Ouais. vous Ouais, réserve les surprises pour le premier épisode. ça marche. Bon, ben, en tout cas, merci à toi. Merci. Allez, salut l'équipe.